Aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre. On a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence. Parce que qui a estropié les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Hein. Qui a éborgné les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Donc qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus, on les a diffamés, on les a dénigrés. C'est l'extrême centre. Hein. La violence, aujourd'hui, elle est du côté de Macron. C'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, hein, sans doute moins. Oui, Brigitte a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le spécialiste européen de la féminisation du visage masculin. Les Français ont le droit de savoir ça. Et cette info a été supprimée. Donc ça, c'est factuel. C'est factuel. Bon, t'as un deuxième point. Excuse-moi, voilà, encore une fois, soyons très rigoureux. C'est clairement pas suffisant pour conclure. On est d'accord. Tout à fait, je le dis en tant que journaliste, ce n'est clairement pas suffisant. Si les preuves sont apportées scientifiquement. Absolument, mais je comprends même pas que je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Je comprends même pas que ça ait, en fait, c'est de là qu'on va y venir. Je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Publier un cariotype, une prise de sang, on n'en parle plus. Bon, on a traité Seymour Hersh de conspi, de complotiste, alors qu'il avait raison sur le Nord Stream. On a traité les gens qui enquêtaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden de complotistes, alors que c'était vrai. On a traité les gens qui parlaient du nazisme en Ukraine de complotistes, alors que c'était vrai. Stéphane Bandera était un nazi, point barre. On a traité les gens qui parlaient aussi des effets secondaires de Pfizer de complotistes. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Alors ce soir, je reçois un invité que j'apprécie particulièrement d'une part, et d'autre part dont les analyses éclairent les grands enjeux de notre époque, de la France de Macron qui vacille aux tensions internationales. Son regard apporte souvent des clés précieuses pour comprendre les crises que nous traversons. Avec lui, on va se poser une question centrale dans cette émission. Le monde est-il au bord du chaos ? Et puis nous nous plongerons dans la situation française, un pays enlisé dans l'impasse politique et sociale, une république qui s'écroule et un système médiatique enfermé dans son entre-soi. La France est-elle à bout de souffle ? On lui posera également la question. Donc pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir l'essayiste et le conférencier, je passe tous ces qualificatifs, Idriss Aberkan. Bonsoir Idriss. Bonsoir Eric. Alors on va pas se mentir, on se connaît un petit peu puisqu'il y a quelques temps tu as fait un Bistro Liberté qui a explosé tout au niveau des audiences et des commentaires surtout, ce qui est encore plus Ils sont très bienveillants, remarquable. J'étais très heureux de voir que l'audience aimait un peu la profondeur de ce genre d'émission, de faire des formats à 2 heures, 1h30, 1h45, comme on va faire là d'ailleurs avec les Incorrectibles. Ça, mais avec c'est vrai, avec une bande, une audience, un public, ça c'est vrai que tu en fais moins, parce que curieusement, c'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup dans les médias mainstream. Oui, mais c'est que je ne suis pas souvent à Paris. J'avais été à l'époque, Hanouna m'avait demandé de venir sur le plateau, mais alors c'était, surtout pendant le Covid, mais c'était le matin pour le soir, quoi. Et je lui ai dit, écoute, je ne suis pas... Alors t'es une machine à audience, quoi. Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, on fait de bonnes audiences. Nous plus d'1 million 300 000 abonnés sur ta chaîne. Sur YouTube, ouais, et puis sur Twitter, enfin sur X, ça se passe bien aussi. Mais malgré les shadowbans au passage, hein, parce qu'on a dû faire face, toi et moi, à des shadowbans, à des tentatives de terrorisme intellectuel, à des tentatives de dire n'allez pas sur la chaîne, enfin tu connais tout ça. Et malgré ça, on a cartonné. Et c'est aussi parce qu'on fait ces formats longs. Donc ravi de le faire avec toi, où on peut développer... T'es qualifié d'extrémiste de droite, toi aussi ? Bah non, moi, tu sais déjà, je suis racisé, t'ajoutes à ça, c'est un terme que j'aime pas, mais... T'ajoutes à ça que... Ah mais ils osent maintenant, hein. Il y a pas, c'est plus être racisé qui les empêche. Non, moi c'était plutôt sur, tu vois, le Covid, etc. Ou le mot complotiste, bien sûr, qui est devenu aujourd'hui une légion d'honneur. Si tu veux. Aujourd'hui, maintenant, si t'as pas été appelé complotiste, t'es pas un journaliste, c'est pas possible. Tu vois, Seymour Hersh, le plus grand journaliste d'investigation de tous les temps, a été appelé complotiste. C'est bon. Si Seymour Hersh, qui a révélé le massacre de My Lai, a été appelé complotiste parce qu'il a accessoirement révélé que c'était bien la CIA qui avait fait péter le Nord Stream, ce que tous les gens un peu sérieux savaient déjà, et qu'on commence à peine à accepter aujourd'hui. Bon, c'est devenu en effet un titre de gloire, et on sait que, tu sais, c'est toute la liste de ces épithètes qui étaient censées être des épithètes de dénigrement, comme l'art gothique. L'art gothique, c'était une insulte, hein. C'est gothique, ça, parce que normalement c'est l'art français, hein. C'est l'abbaye de Saint-Denis, l'art gothique n'est pas du tout gothique, il est français. Et donc, gothique, impressionniste, Daft Punk, tout ça, c'était des insultes. Daft Punk, c'était des critiques qui avaient dit « on a écouté ce que font ces jeunes-là, c'est du Daft Punk, c'est-à-dire du punk débile. Voilà. Daft Punk ». Et eux ont trouvé ça tellement marrant qu'ils en ont fait leur nom. Et aujourd'hui, c'est
des milliards de vues cumulées, etc. Donc gothique, c'était une insulte, impressionniste, c'était... Tu me disais, bon, Cyril Hanouna, c'est une chose, t'invites, mais non, moi je m'étonnais que t'es... Bon, Yann Barthès, non, jamais. Alors lui, c'est trop marrant. Il avait tenté, tu sais, à une époque, son plateau avait... Ils sont cons, vraiment, je ne sais pas si c'est la coke ou le petit entre-soi parisien, mais c'est des gens qui sont bêtes. Ils sont bêtes, vraiment. Et tu le sens, vraiment. C'était entre la lecture de prompteur, l'oreillette, c'est des gens bêtes. Là, dernièrement, on avait eu des différents sujets depuis plusieurs mois, hein, c'est pas récent, mais sur Léa Salamé et Glucksmann sont ressortis les sujets, les interviews de Léa Salamé, où on voit qu'elle est bête, quoi. Je suis désolé, hein, je ne veux pas dire les choses autrement. Quand elle interviewe certaines personnes, pour parler notamment des Jeux Olympiques, elle te sort alors, ce cheval a tué votre fille, qu'est-ce que ça vous a fait? Enfin, tu vois, des trucs ni fait ni à faire. Et donc, ouais, Yann Barthès. Alors, tu as eu deux périodes. Tu sais, j'ai eu une période où j'étais dans tous les médias mainstream. Mais oui, je crois me souvenir, c'est à vous, tu n'avais pas été invité sur Oui, France entre 5, autres, BFM TV. J'étais aussi. CNews. À l'époque, je crois que CNews n'existait pas encore. C'est oui, donc ça remonte à 2014-2016. Oui. C'est de 2013 à 2016. Donc, tu étais invité même sur le service public. Oui, bien sûr, bien sûr. France Inter, j'ai eu de tout. J'ai fait des matinales de France 3, 2 fois la couverture du Point, 1 fois la couverture de Psychologie Magazine, pardon, et tout un tas de télé, de trucs plus expert scientifique pour la société Endemol, pour l'émission Les Extraordinaires, avec Christophe de Chavannes, où je me suis rendu compte que c'était vraiment l'exemple du type qui est superficiellement superficiel, comme Castaldi, par exemple, le fils Castaldi, qui est vraiment superficiellement superficiel. C'est un mec très profond à la vie, mais quand tu dois faire 20% de part d'audience, laisse tomber, tu dois dump down ta persona, quoi. De Chavannes, c'est intéressant parce qu'il a vrillé complet. Moi, c'était une de mes idoles quand même. Oui, mais ça, c'est à cause du Covid. Laisse tomber, c'est parce que, voilà. Non, mais même pas que. Il avait fait une sorte de... Il a complètement vrillé. Moi, j'ai vu que cette partie-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il a eu un moment un peu Starmania. C'est-à-dire, j'aurais voulu être un artiste. Il a eu un moment où il voulait être journaliste d'investigation, mais bon, Coyote Production et tout. Enfin, je ne sais pas si tu connais son histoire d'ailleurs. Hein, c'est de Chavannes, en fait, au départ, il entre dans la vie parisienne et la presse parisienne parce qu'au Bluff, il y a une soirée au Fouquet's et il connaît personne évidemment. Tu as un garde du corps et tout, ma star. Et de Chavannes, au Bluff, connaît le prénom d'un type et l'interpelle. Hey, Roger, je ne sais pas, il ne s'appelle pas Roger, mais Roger. Le mec lui fait signe, donc le garde du corps le laisse rentrer. Et là, le jeune de Chavannes se retrouve comme ça dans le Fouquet's avec de quoi enregistrer et il tombe sur Depardieu, fin sous, qui devait en être au digestif ou je sais pas quoi, bon, Depardieu n'était pas complètement torché non plus, tu vois, mais il avait encore tous ses neurones et il lui accorde une interview. Ce qui fait que de Chavannes se retrouve avec une interview exclusive de Gérard Depardieu et il va voir El Kabbach, donc à l'époque était au service public, si je ne me gourre pas, il n'était pas encore chez Europe 1, ou je sais plus, enfin, bon, en tout cas c'est El Kabbach qui va voir. Et il lui dit, j'ai une interview exclusive de Depardieu, mais je veux la présenter. Tu sais, à la Stallone, comme quand Stallone amène le script de Rocky, il dit, je veux jouer le rôle principal. Tout le monde lui dit, on t'achète ton script, $50 000 et barre-toi. Lui dit, moi, je ne vous le vends pas, $50 000, j'ai beau être dans la dèche absolue, je veux jouer ce rôle, et il a eu tout à fait raison. Et bien là, c'est pareil, en fait, il a fait une Rocky de Chavannes, et il a dit, non, je veux présenter. Et au départ, El Kabbach lui dit, mais t'es qui, tu vois? Et il dit, bon, bah, si vous voulez, moi, je me barre à la concurrence, hop, reste là. Et il a présenté cette interview. Donc à l'époque, il rêvait encore d'être journaliste d'investigation, de faire des interviews vérité, des trucs comme ça, voire même reporter de guerre, tu vois. Et puis bon, après, avec Coyote Prod, tellement de moula qui a descendu, forcément, que voilà. À un moment, il avait fait Ciel Montmardi, enfin pour les gens qui... Oui, mais c'était pas... Voilà. Il y avait du débat, il y avait vraiment... et puis maintenant, voilà. Et donc, bizarrement, CNews, aujourd'hui, qui a été qualifié de chaîne d'extrême droite par le service public... Je pense qu'ils pourraient m'inviter. Alors, ils m'ont jamais invité, mais je pense pas. Alors, je connais des gens qui y vont, notamment Régis Le Sommier, même Didier Maisto est passé sur CNews, alors que c'est plutôt un homme de gauche. Encore qu'il avait bossé pour Séguin à l'époque, mais c'est un homme complexe dans le sens noble du terme. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, bien sûr, Didier Maisto. Et Pierre-Yves Rougeron qui est passé sur CNews. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas d'obstacle particulier à ce que je... D'ailleurs, juste parenthèse, bon, on ne va pas faire trop long là-dessus, mais le qualificatif d'extrême droite, donc employé même par Delphine Ernotte. Oui, aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre. On a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence. Parce que qui a estropié les gilets jaunes, ce n'est pas l'extrême droite. Hein. Qui a éborgné les gilets jaunes, ce n'est pas l'extrême droite. Donc, qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus, on les a diffamés, on les a dénigrés. C'est l'extrême centre. Hein. La violence, aujourd'hui, elle est du côté de Macron. C'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, hein, sans doute moins.
Donc bon, ce qu'on appelait l'extrême droite avant, c'était le parti de la violence, c'était les ligues. C'était le colonel Comte de Larocque, c'était les mecs, ils pouvaient te faire sauter l'Assemblée en mettant des... J'ai reçu Alexis Poulain il y a quelques temps, et c'est à croire que tu répètes exactement ce qu'il m'a dit. C'est incroyable. Mais c'est parce que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et lui, il est de gauche, pour le coup. En effet, Alexis Poulain, c'est vraiment... Il m'a dit que c'était le président de la violence. Ah bah oui, mais ça l'est. Regarde son bilan. Même Pasqua, tu sais, Malik Oussekine et tout, c'était chaud quand même. Hein. Même Pasqua, il a pas tabassé autant que Macron. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que Macron est présenté comme un mec charmant et tout. Mais même Pasqua, qui était quand même un bourrin, qui était quand même un mec endurci, enfin, il a fait la guerre, il a connu le service d'action civique, il a connu la guerre froide et tout, ils affichaient, enfin, tu sais, on disait coller des affiches à la baramine, quoi, concrètement, tabasser les syndicalistes, enfin, c'était un mec violent. Pasqua n'a pas réprimé autant que Macron. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Sans parler, bien sûr, des disparitions fortuites, à savoir Éric Denessé, feu Éric Denessé, Olivier Marleix, sur les décès desquels toute la mort n'a pas été faite. Toute la lumière n'a pas été faite, lapsus, toute la lumière n'a pas été faite, notamment avec, quand tu as quelqu'un comme Alain Juillet, qui dit, écoutez, c'est pas normal qu'un type se suicide au 22 en étant ancien espion français, et qu'il n'y ait pas de ses empreintes digitales sur le fusil. On va commencer par là, quoi. Donc, non, de la même façon que, par exemple, François Hollande avait été un des présidents de la 5e qui avait commandité le plus d'assassinats politiques avec les opérations Homo de la DGSE, de la même façon qu'Obama faisait tourner les drones 24-24, alors tu me diras, quand tu es président d'un empire, puisque les États-Unis sont un empire, soyons clairs, eh ben, c'est plus propre, entre guillemets, de tuer des gens par drone plutôt que des bombardements massifs à coups de B-52 ou plutôt de B-2 Spirit aujourd'hui. Comme disait Tywin Lannister dans Game of Thrones, pourquoi il serait plus horrible de tuer 12 personnes à un dîner que de tuer 12 000 personnes à la guerre. Certes, mais bon, Obama, mec de gauche, il a buté des gens par drone quasiment tous les jours, il signait, quoi. Hollande, mec de gauche, opération Homo à tous les étages. Donc il faut se méfier de ces étiquettes-là, hein, parce qu'à la fin de la journée, c'est la violence qui compte. C'est la violence qui définit ce qui est extrême ou pas. Et il est clair que Macron a été le président de la violence. Oui. Alors tu parlais d'Obama, ça nous amenait évidemment, voilà, c'est la première grosse partie de l'émission que j'aimerais qu'on consacre à ce sujet. Le monde, bon, est-il au bord du chaos? Mais surtout, j'aimerais qu'on revienne sur cette terrible mort de Charlie Kirk, donc assassinat, et le bouleversement justement sociétal que tout cela semble avoir provoqué, parce qu'on pourra vraiment dire qu'il y aura eu un avant et un après la mort de Charlie Kirk. D'abord, est-ce que c'est pour toi le début du chaos, justement, cet assassinat? Alors, il y a toujours un risque, c'est-à-dire, comme disait une de mes idoles, l'explorateur britannique Richard Francis Burton, nous dansons sur la margelle glacée de la mort, mais est-ce que la danse n'en est pas moins amusante pour autant? Donc nous dansons sur la margelle glacée de la mort. À tout moment, on peut mourir. Tu glisses dans ta salle de bain individuellement, tu peux mourir, tu traverses, il y a une voiture qui passe. La vie est fragile. Et l'ordre est fragile aussi. L'ordre qui est la vie sociale, qui est la vie de la société, et qui n'est pas non plus une fin en soi, on le sait bien. L'ordre est fragile. Et même des pays qui ont... Alors, on sait que les États-Unis, leur kryptonite, c'est la guerre civile. Ça, Abraham Lincoln l'avait clairement dit. À 28 ans déjà, il te faisait un discours au Lycéum où il disait toutes les armées d'Europe et d'Afrique avec un Bonaparte à leur tête ne pourraient pas boire un seul verre de l'Ohio. C'était très, très clairement expliqué. Parce que nous sommes protégés, les États-Unis, par 2 océans, même Hitler, même Hirohito ne peuvent pas, ou le général Tojo, ne peuvent pas nous envahir. Par contre, si nous devons mourir, ça sera par guerre civile. Et ça, les ennemis des États-Unis le savent, les ennemis intérieurs comme extérieurs, il y a beaucoup d'ennemis intérieurs qui souhaitent une guerre civile aux États-Unis. Et il est clair que l'assassinat de Charlie Kirk va dans cette direction. Maintenant, on doit reconnaître que tous ces gens qui étaient étiquetés extrême droite ont été extrêmement exemplaires. Je veux dire, on a assassiné un de leurs leaders. Je ne les vois pas dans les rues tout faire péter. C'est des gens armés. C'est des gens qui savent tirer. Et attention, pas armés avec n'importe quoi. C'est des gens qui peuvent avoir des mitrailleuses .50 chez eux. C'est des gens qui ont des armes de guerre chez eux et qui ont parfois des collections entières d'armes de guerre. Qui pourraient retourner tout le pays. Qui tirent tous les jours, toutes les semaines. Donc, en effet, ils pourraient te retourner tout le pays. Tu sais qu'il y a plus d'armes à feu que d'habitants aux États-Unis. Donc, tu dois avoir autour d'1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Pour 320 millions d'habitants, tu as au moins 1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Donc, ils auraient pu te mettre le pays à feu et à sang. Qui est violent aujourd'hui? Des gens qui se disent de gauche. Ils ne sont pas de gauche. Être de gauche, ça veut dire quoi normalement?
Ça veut dire lutter contre Big Pharma, lutter contre... Or, c'est les premiers à te dire Pfizer est génial, c'est les premiers à te porter un pins avec Pfizer. Enfin, ils ne sont pas de gauche, ces mecs. Il faut arrêter les conneries 5 minutes. La gauche, normalement, c'est quoi? C'est défendre l'ouvrier, c'est défendre l'égalité, la solidarité, c'est défendre l'humanité, le nom du quotidien créé par Jean Jaurès. Bon, il n'y a plus de gauche aujourd'hui. T'as du cadavre de gauche, t'as un zombie de gauche qui va te parler de wokisme. Va parler du wokisme à Jean Jaurès, juste 5 minutes pour rigoler, tu vois. Va parler du wokisme aux grandes figures de la gauche et même des socialistes et des communistes au XXe siècle. Ils vont s'éclater de rire. Va parler du wokisme au Che, 2 secondes. Tu vas voir Che Guevara, tu lui dis alors, le wokisme, il va te fusiller direct. Donc aujourd'hui, on a un zombie de gauche. Il n'y a plus de gauche. Les vrais enjeux de gauche. Cette disparition de Charlie Kirk, est-ce qu'elle n'a pas renforcé paradoxalement justement la position des conservateurs? Sans doute. Des anti-woke. Sans doute, mais tu sais, après, alors des anti-woke certainement. Cela dit, je vais être très clair, je ne crois toujours pas, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, que la personne qu'ils ont arrêtée soit l'assassin de Charlie Kirk. Je n'y crois pas une seule seconde. On va traiter oui, mais ça maintenant... Turbo-conspi maintenant. Oui, mais voilà, mais tant mieux. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur parce qu'on a traité Seymour Hersh de conspi, de complotiste, alors qu'il avait raison sur le Nord Stream. On a traité les gens qui enquêtaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden de complotistes, alors que c'était vrai. On a traité les gens qui parlaient du nazisme en Ukraine de complotistes, alors que c'était vrai. Stéphane Bandera était un nazi, point barre. On a traité les gens qui parlaient aussi des effets secondaires de Pfizer de complotistes. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Kennedy. Les Kennedy Files nous révèlent qu'en effet, c'est bien l'État profond qui a fait tuer Kennedy. Le mot complotiste a été popularisé pour dénigrer, pour diffamer les gens qui remettaient en question les résultats des travaux de la commission Warren. Les travaux de la commission Warren, on le sait aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 2026. On sait que les travaux de la commission Warren, leurs conclusions sont complètement fausses. À commencer par le fait que la commission Warren va être présidée par quelqu'un, on va avoir dans son influence majeure le suspect numéro 1 des commanditaires de l'assassinat de Kennedy, à savoir Allen Dulles, qui était la personne qui avait le plus de raisons de commanditer l'assassinat de Kennedy, patron de la CIA. Kennedy avait dit qu'il allait détruire la CIA. Donc aujourd'hui, ce mot complotiste, c'était celui qu'on a lancé au visage des gens qui disaient que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. C'était vrai, 2 millions de morts quand même. Je préfère être appelé complotiste et ne pas avoir sur la conscience 2 millions de morts que de ne pas avoir été appelé complotiste, comme tout un tas d'abrutis de plateau qui, eux, ont sur la conscience 2 millions de morts, 3 millions de déplacés, un pays à feu et à sang, Daesh, il n'y aurait pas eu Daesh sans la guerre en Irak, etc. Ces gens-là ont ça sur la conscience. Je préfère avoir été appelé complotiste et ne pas avoir ça sur la conscience que de n'avoir pas été appelé complotiste parce que j'aurais été un inconséquent de plateau sans courage, parce qu'après tout, quelqu'un qui a peur d'être appelé complotiste, c'est quelqu'un qui n'a pas de courage, que d'avoir été un de ces inconséquents qui n'a pas de courage et d'avoir sur la conscience 2 millions de morts, 3 millions de déplacés et Daesh. Il faut être très clair. Donc pour revenir maintenant à Kirk, il n'y a rien qui va. D'ailleurs, c'est ce que Candace Owen déclare déjà, comme journaliste citoyenne. Il dit, mais il n'y a rien qui va. On a affaire à quelqu'un qui normalement est un professionnel. C'est un tir professionnel qui a été fait. Alors on peut épiloguer sur la distance. En effet, la distance de tir n'est pas complètement dingue, mais pour quelqu'un qui tire sur cible, toucher, avoir un niveau de groupement, enfin toucher à ce niveau de précision, c'est quand même le groupe jugulaire carotide qui a été touché. C'est pas non plus surhumain, mais... Il n'avait aucune chance. Oui, aucune. Alors là, c'était vraiment une exécution. C'était pas un tir passionnel, c'était un tir avec une discipline de tir impeccable. À un moment donné, Charlie Kirk a le micro devant le groupe jugulaire carotide. Le tireur attend qu'il le déplace. Il tire exactement jugulaire carotide avec un tir parfait. C'est un tir parfait. Certes, à 180 mètres, c'est réalisable, mais... Les gens qui tirent, par exemple, en Suisse, qui disent « Ah oui, vous nous savez, avec le FAS 90, on peut tirer à 3... » Oui, mais pas planqué sur un toit, pas avec des gens qui font une diversion, ce qui prouve qu'il y a eu association de malfaiteurs, ce qui n'est pas aujourd'hui dans la version officielle. On nous parle d'un loup solitaire. On voit toutes ces vidéos avec des gens autour de lui. Il y a des diversions, il y a des gestes, il y a des gens... qu'il y a des complicités. Il y a des gens qui ont été arrêtés avec des carabines à plomb qui, de facto, ont servi de diversion. Le tireur s'exfiltre parfaitement, il s'infiltre et il s'exfiltre parfaitement. Et après, la version officielle nous dit « Ah, il a remonté son fusil », c'est ça qui est fou, parce que la version officielle nous dit « On a trouvé le fusil monté, voilà la photo ». C'est ce qui est apparu sur X. Le problème, c'est qu'on sait que le tireur a dû démonter son fusil pour s'exfiltrer. Donc, dans la version officielle, il faut poser les questions à la Colombo, un peu d'ironie socratique. Ah, d'accord. Donc, le tireur,
Il s'est infiltré sur le toit d'une université de façon professionnelle. Il a conduit une discipline de tir exceptionnelle, où il a attendu que sa cible déplace le micro. Il a visé parfaitement et atteint le groupe jugulaire carotide, pendant que dans la confusion, 3 personnes se faisaient arrêter avec des carabines à plomb. Le tireur réussit à sortir du toit, à démonter donc son fusil, c'est une certitude, et à s'exfiltrer parfaitement. Tout ça pour ensuite remonter son fusil, se dire « Mon Dieu, j'aurais dû être pris. J'aurais dû être pris parce que j'ai un manifeste, vraisemblablement. J'aurais mieux fait d'être pris. » Voilà, je me suis laissé le choix de m'exfiltrer, mais le tireur va ensuite se dire 24 heures plus tard « J'aurais mieux fait d'être pris, je vais donc remonter mon fusil pour être pris, et je vais me rendre. » Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. La version qu'on nous a servie ne fait aucun sens. Le tueur de Charlie Kirk n'est pas cette espèce de patsy. En tout cas, de la même façon que le tueur de Kennedy n'est évidemment pas celui qui a été assassiné, Lee Harvey Oswald, par la suite. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs, je le rappelle, quand un journaliste lui tend un micro, il lui a dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Il lui a dit « I'm just a patsy. » Je suis un prête-nom, je suis un bouc émissaire. « I'm just a patsy. » C'est ce que déclare Lee Harvey Oswald quelques heures avant sa mort. « I'm just a patsy. » Voilà ce qu'il dit aux caméras. On le sait que c'était un patsy, que c'était une conspiration complète pour tuer Kennedy. Il y a eu une conspiration complète pour tuer Charlie Kirk. Elle a été exécutée par des gens qui étaient extrêmement bien formés, extrêmement bien coordonnés. Et mon opinion personnelle, c'est que ces gens qui ont commandité, organisé et structuré l'assassinat de Charlie Kirk vont obtenir l'effet complètement inverse. Ce qu'a dit sa femme d'ailleurs, après sa mort, elle a dit « Vous ne réalisez pas le feu que vous avez... » C'est ça. Je pense qu'ils ont... c'est des gens qui culturellement ne croient pas au karma. Et le karma qui veut dire réaction, qui veut dire action, conséquence, comme un billard. Eux, ils ont tiré, ils ont lancé la bille blanche, ils étaient très conscients de la trajectoire qu'allait prendre la bille blanche, mais ils n'ont absolument pas conscience des rebonds. Et ils ne sont absolument pas conscients des conséquences de cet assassinat vis-à-vis de leur état final recherché, leur objectif à eux. Et les conséquences de cet assassinat vis-à-vis de leur état final recherché, je peux le dire de façon péremptoire, vont être contraires, absolument contraires à ce qu'ils souhaitaient. Absolument contraires. Et ils ne s'en rendent absolument pas compte pour l'instant parce que ce sont des gens qui, étant tout-puissants, ayant des capacités d'organiser des événements comme pour Kennedy, des événements de cette nature, se disent que leur plan s'est déroulé sans accroc, mais n'ont pas la capacité spirituelle et intellectuelle de comprendre que les conséquences, les rebonds et les tumultes de leur action vont aller dans le sens contraire de ce qu'ils souhaitaient. En tout cas, il y en a un qui a déjà réagi à son niveau, c'est Donald Trump qui a désigné les Antifa comme organisation terroriste. Alors, est-ce que selon toi, il a eu raison ou est-ce qu'il a franchi, comme beaucoup de ses détracteurs le disent, une ligne rouge ? Les Antifa, de toute façon, on sait qu'ils sont notamment financés par George Soros. C'est toujours marrant d'avoir un milliardaire qui a lui-même d'ailleurs des opinions extrêmement fascistes et qui en a fait part à plusieurs reprises, qui est d'ailleurs... on ne peut pas être de gauche et accepter d'argent de George Soros. Ce n'est pas possible. Bon, Manon Aubry l'a fait, c'est pour ça que selon moi, elle n'est pas de gauche. Ce n'est pas possible d'être de gauche et d'accepter de l'argent de George Soros. Ce n'est pas possible. Il faut être très clair. George Soros a du sang sur les mains. George Soros a étranglé sa femme. Elle n'est pas morte, mais il a étranglé sa femme. Il a dû régler ça hors tribunal. Donc il a été poursuivi pour avoir étranglé sa femme, accessoirement. Ce type a du sang sur les mains quand il a fait sauter la Banque d'Angleterre. On estime que pour 1 point de chômage en plus, on a 1% de mortalité en plus. Ce type a fait exploser le chômage dans tout le Royaume-Uni pour une spéculation financière. On ne peut pas se dire de gauche et accepter le moindre centime d'un mec pareil. Or, les Antifa, on le sait de façon notoire, peuvent percevoir de l'argent de façon très indirecte. Soros n'est pas un idiot. Il n'arrive pas avec une mallette. Est-ce que ce sont des terroristes, comme le laisse entendre vous avez des pays, il y a des pays qui ont déclaré les Antifa comme terroristes, oui. Notamment l'Allemagne, je crois. Non, les Pays-Bas. Je crois que ce sont les Pays-Bas qui ont déclaré les Antifa comme terroristes. Donc oui, c'est... Aujourd'hui, on est toujours dans l'idée du cadavre de gauche, c'est-à-dire... Ils ne défendent pas les ouvriers. Non, mais il n'y a pas d'ouvriers chez les Antifa. Tu vois, un ouvrier qui est tourneur-fraiseur, qui bosse dans une usine auto. Tu vois même Philippe Poutou être Antifa. Philippe Poutou lui-même, je parle, peut-être des gens qui votent pour lui le sont, mais lui, l'homme Philippe Poutou. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas fan de lui, vu que même à gauche, il a pris juste les voix qui manquaient à Mélenchon. C'est quand même assez incroyable de se prétendre de gauche, de dire « Ah oui, je suis un mec de gauche ». Oui, en tout cas, tout ce que tu as fait, c'est que le seul gars qui avait une chance de gagner aux élections, pour faire gagner la gauche, tu l'as fait perdre. Ça, c'est ton bilan. Quoi que tu dises, on te fait passer sur BFM TV pour que tu fasses perdre le seul gars qui avait une chance de passer à gauche, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais je parle vraiment de conviction. Je ne dis pas que c'est ce que j'aurais voulu, mais en tout cas, par conviction,
Si le mec était de gauche, ce serait dit, bon, on va essayer de faire gagner. Non, dans sa campagne, il avait dit, oh là là, Philippe Poutou, c'est pas un hologramme, mais je m'écarte. Mais Philippe Poutou, physiquement, tu le vois être antifa ? Moi, pas. Voilà. L'ouvrier, le prolo, il n'a pas que ça à foutre, si tu veux. C'est pour des mecs à la fac qui sont souvent issus de milieux aisés, rebelles, certes, etc. Mais c'est une sociologie très particulière. C'est pas un vrai gros prolo lourd qui sait ce que c'est que de bosser à l'usine, que de se lever à 4 heures, etc. Donc, à l'époque où l'Union antifasciste a été créée par le Comintern, hein, donc sous Staline, c'était pour déstabiliser la République de Weimar. C'était une armée des ombres, comme Kessel dira plus tard pour la résistance. C'était une armée destinée à déstabiliser la République de Weimar. Donc, d'entrée de jeu, elle était considérée comme terroriste à l'époque, mais certes, si on était un idéaliste communiste international d'autre part, on ne le voyait pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un cadavre. C'est plus l'oncle Joe Staline derrière. C'est l'oncle Soros. Moi, je veux rien avoir à faire avec l'oncle Soros. C'est un type qui, comment on peut encore une fois se dire Bernie de gauche. Sanders, le Mélenchon américain, a lui-même condamné. Absolument, il a condamné. Bernie Sanders a été absolument exemplaire, alors qu'il combattait tout ce que Kirk représentait. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Je combats tout ce que Kirk représente, mais à un moment donné, l'état de droit, la justice, la morale, l'ordre doivent prévaloir. Et puis même le showbiz, ils sont tous en PLS parce qu'il y a quand même eu, Coldplay, il y a eu Paul McCartney, il y a eu pas mal de gens qui ont manifesté leur soutien. Vu ce qui s'est dit sur certains réseaux. Tu vas sur Blue Sky et Charlie Mastodon. Kirk et sa famille en tout cas. Tu vas sur Blue Sky et Mastodon, les réseaux, c'est devenu des asiles psychiatriques, ces réseaux. Et tu regardes ce que les gens écrivent sur Kirk et tu regardes les incitations au meurtre. Les gars te disent, allez, lui c'est le prochain, lui ça serait super. Voilà. Elon Musk Elon Musk, Donald Trump, mais aussi en France. On te dit, lui, A, ça serait super de le tuer, B, ça serait super. Attends, tu fais ça, t'es à droite, t'es en correctionnel. Hein. Peut-être même en détention préventive. Tu t'amuses à dire, je vais te donner un exemple. Tu as Code Reno et Papacito qui ont tiré sur des cibles avec la tête de Mélenchon comme image. Ah, raison, je me souviens de ça. Parce que, ils ont été relaxés. Et puis il y avait Poignard dans le mannequin, tu sais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il répondait, et pourtant Dieu sait qu'on ne peut pas accuser Code Reno d'être particulièrement islamophile. Mais il réagissait à la une de Charlie Hebdo, le Coran c'est de la merde, je cite, ça ne protège pas des balles. Parce que Charlie Hebdo a déclaré, tu sais, que Charlie Hebdo a fait cette une, où il y avait des... C'est bien que c'est Charlie Hebdo qui disait, je le dis pas. Voilà, non mais absolument, il faut répéter que c'est Charlie Hebdo qui a dit ça. C'est pas ce que je dis, je suis musulman, ça va être compliqué. Bon. Mais Charlie Hebdo avait fait ça. Bon, moi, j'ai donné ma position sur les caricatures du prophète. Votre pipi caca n'a aucun impact sur moi. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne très claire. Je dis, Magritte a fait une toile qui s'appelle « La trahison des images », où il montre une pipe et il dit « Ceci n'est pas une pipe », parce que je ne peux pas fumer la toile. Je ne peux pas aller au musée Magritte, prendre la toile, mettre du tabac dedans et la fumer. Donc oui, ce n'est pas une pipe, il a raison, c'est la représentation d'une pipe. Vos caricatures pipi caca de 68 à retarder, je suis pour vivre et laisser vivre. Si ça vous fait bander, honnêtement, vous avez le droit d'avoir ce genre de sexualité perverse. Et dans les limites de la loi. Je ne me sens pas insulté, je suis musulman. Vous avez le droit de bandouiller sur vos délires d'attarder 68 arts, ça ne me gêne pas. Allez-y, continuez. Je ne me sens pas en tant que musulman touché par ça. Pour moi, le prophète, ce n'est pas ce que vous représentez. Vous avez beau mettre une étiquette en disant c'est le prophète lui-même, il s'en fout. Il faut être très clair. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et moi, en tant que musulman, je m'en fous parce que ce que vous représentez, c'est pas le prophète. De la même façon que quand Magritte peint une pipe, c'est pas une vraie pipe. Quand vous faites votre représentation du prophète, vous représentez les espèces de dégueulasseries qu'il y a dans les méandres de vos circonvolutions et qui sont concrètement des flatulences cérébrales. Ça ne me concerne pas. Je veux dire, bon, vous pouvez faire passer un prout pour mon prophète, mais c'est votre problème, ça ne me concerne pas. Donc bon, et pour revenir à Code Reno et Papacito, ils font ça, mais immédiatement, mon Dieu, l'appel à la violence de l'extrême droite. C'était horrible, on saisissait le parquet. Ah bon ? Ah bah là, sur Blue Sky, c'est en meute. Il faut les tuer. Oh, ça sera masterclass quand ils seront morts. Oh, ça serait génial de leur viser la carotide. Ça serait génial de leur viser la jugulaire. C'est des appels au meurtre en permanence. Aucun problème. Alain Soral, on se souvient, a été condamné aussi pour avoir... pour des incitations à la violence, absolument. Alors lui, c'est des trucs encore plus délirants. Même Musk s'en est offusqué. Parce que lui, il a été condamné en Suisse pour avoir décrit une personne en Suisse comme étant une grosse lesbienne. Alors que, renseignement pris, moi j'ai voulu regarder en tant que journaliste, est-ce que la personne était en surpoids ? La réponse est oui.
Est-ce qu'elle n'était pas hétérosexuelle? Est-ce qu'elle était homosexuelle féminine? Oui. Bon. À partir de là, à quel moment dire la vérité devient une insulte? Bon. Mais, alors est-ce que c'était le ton? Mais on n'a pas le droit de condamner quelqu'un pour Ou le Dieudonné ton. qui a empêché de jouer ses spectacles avant même de les avoir joués. Enfin, alors lui, c'est pareil, c'est du délire complet. Il y a des arrêtés préfectoraux, etc. Alors que, tu vois, même André Berkoff, il est d'origine juive. Je veux dire, ça saute aux yeux. Berkovitz, enfin, faut être un peu débile pour pas comprendre qu'il a des origines ashkénazes, même s'il parle évidemment un arabe impeccable que je ne parle pas, ayant grandi au Liban. Mais il a reçu Dieudonné. D'ailleurs, il a fait 1 million de vues, je crois. André Berkoff reçoit Dieudonné avec respect. Il le traite pas. Oh, c'est horrible. Là, je vais me laver les mains après vous avoir. Non, il le reçoit. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, on est quand même en 2025. Et ça pose vraiment d'ailleurs, on s'était croisés aux dernières assises de la souveraineté à Arras, organisées par Florian Philippot et les Patriotes. Cette déflagration, parce qu'il y a vraiment une déflagration, a rejailli sur la France et sur le débat autour de la liberté d'expression. Oui. Parce que là, c'est vrai que, bon, aux États-Unis, tout le monde invoque ce premier amendement. Ou ce deuxième. C'est le premier amendement, le second, c'est les armes, et on dit que le second défend le premier. Donc, le premier amendement, vraiment les pères fondateurs des États-Unis, c'est la liberté d'expression, qui est issue en fait des premiers puritains, tu sais, qui au départ voulaient la liberté de culte. La liberté d'expression, mais alors il y a un petit débat parce que justement sur ce qu'elle est, même, tu sais, il y a eu des gens qui ont été licenciés pour avoir, mais là aussi le narratif a été complètement dévoyé en France. Ils peuvent tomber sous le coup de... C'est pas de la critique, c'est parce qu'ils ont fait de l'apologie, ils sont réjouis du meurtre et ils ont appelé à en commettre d'autres. Et en effet, là, une certaine presse française a été déplorable parce qu'elle a dit, pour avoir critiqué Charlie Kirk, qu'ils ont été virés. Non, c'est faux. C'est faux, c'est du spin doctoring, c'est tourné, c'est du mensonge par omission, c'est du mensonge par demi-vérité. Non, ils n'ont pas critiqué, ils ont appelé au meurtre de Charlie Kirk. Et cette même presse, qui va t'écrire que justement quand Papacito et Code Reno tirent sur des cibles, ils font un appel au meurtre, ce que le parquet a considéré nul et non avenu, eh bien là c'est de l'appel au meurtre. Par contre, quand tu as des gens qui écrivent explicitement « il faut tuer machin, pas sa représentation, pas son image, pas un mannequin avec de la paille, il faut tuer bidule », ben là, ce n'est pas de l'appel au meurtre, c'est de la critique et c'est du premier amendement. L'appel au meurtre n'est pas couvert par le premier amendement aux États-Unis, il faut être très clair. Mais l'incitation à la haine, elle existe aux États-Unis. La haine raciale, elle existe aux États-Unis. Les hate crimes existent aux États-Unis. Si tu décides d'utiliser le N-word de façon répétée dans un café à l'encontre d'un noir, c'est un hate crime. C'est un hate crime, tu vas tomber sous le coup de la loi, tu risques 5 ans de prison. Donc il y a des lois, ça y est, il n'y a pas à se demander si les lois sont floues aux États-Unis. Elles ne le sont pas, elles sont très claires. Ce n'est pas couvert par le premier amendement d'utiliser le N-word contre un noir aux États-Unis. Ça ne l'est pas. Même encore pire à la télé, bien sûr, ou dans des conditions aggravantes. Donc non, la loi est très claire. C'est juste que pour l'instant, il y a des abus, il y a des gens qui peuvent se permettre d'inciter au meurtre, tout comme d'ailleurs quand Hillary Clinton avait contesté les élections. Ça n'avait pas réussi. Hillary Clinton a contesté les élections de façon répétée. Elle a dit « Ah ben non, je ne suis pas d'accord des élections locales, je ne suis pas d'accord avec le résultat ». À aucun moment, on a dit qu'elle appelait à la sédition. Par contre, quand des partisans de Donald Trump, comme Steve Bannon, avec lequel il a pris ses distances d'ailleurs, qui a fait de la prison, et ben quand eux, mais encore une fois, Trump a pris ses distances vis-à-vis de Bannon, ses distances définitives. Eh bien, quand eux ont contesté les élections, et il y avait des raisons de les contester, ça aussi, ça avait été appelé complotiste, et aujourd'hui, on a tout un tas de preuves qui démontrent par A plus B qu'il y a eu des interférences électorales, à commencer par le fait que l'affaire du portable de Hunter Biden n'a pas pu être publiée pendant les élections, donc en contravention de la démocratie accessoirement, à cause du FBI. C'est comme si la gendarmerie disait « Attendez, on a un dossier sur un candidat, on ne va pas le sortir parce qu'on veut que ce candidat gagne ». Bon, au passage, c'est littéralement l'affaire Cohen-Legrand. Ces gens-là ne sont pas gendarmes, mais c'est ce qu'ils ont dit. On va utiliser les moyens publics pour empêcher quelqu'un d'être élu. Quelqu'un avec qui on a des conflits d'intérêts par ailleurs. Donc, on voit ce 2 poids 2 mesures. On l'a vu pour les incitations à la haine, on les a vus pour les incitations à la violence. Et ça peut faire péter le pays. Pour répondre à ta question sur le chaos, ça peut faire péter le pays, en effet. Et je suis très content que ça ne l'ait pas fait pour l'instant. Mais certains veulent que le pays pète. Il y a un autre drame dont on n'a pas vraiment parlé en France, c'est le drame de cette Ukrainienne qui a été égorgée. Elena Zalotska. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment pour faire. Alors, pour moi, c'est délibéré. C'est-à-dire que délibérément, des ONG, des groupes, des groupes puissants qui sont multimillionnaires, parfois milliardaires, comme Soros, veulent délibérément exposer la classe moyenne américaine à des criminels. Et ça, c'est quelque chose qui est culturellement inculqué, pour ne pas dire contaminé, inoculé. C'est un inoculat culturel qu'on impose à tout l'Occident.
alors qu'elle représente tout ce que normalement les États-Unis sont censés défendre. Oui. Une Ukrainienne réfugiée, 23 ans, Pleine femme, pleine ouais. d'avenir, qui était... Absolument, elle prenait le métro parce qu'elle était en train de passer son permis de conduire. Enfin, elle était débrouillarde, etc. Et elle a été assassinée pendant qu'elle envoyait un message à son petit copain. C'est vraiment horrible. Elle était en train d'envoyer un message à son petit copain pour lui dire « T'inquiète pas, dès que je suis rentré, je t'écris ». Et comme ça, gratuitement, elle est égorgée. Voilà. Et on a une certaine presse américaine qui titre, CNN pour ne pas la nommer, donc le groupe Warner, qui décide de titrer, alors que les faits, c'est un égorgement gratuit par un schizophrène complètement déglingué, dont le cerveau a été déglingué par les ONG qui disent « tous les blancs sont racistes ». Donc tu as des ONG aux États-Unis qui disent « tous les blancs sont racistes ». Donc tu es responsable. Alors moi, je ne sais pas de quoi je suis responsable. Aberkan, ça veut dire le noir. J'ai littéralement des ancêtres noirs. Mais j'ai aussi des ancêtres blancs, de vieilles familles françaises qui remontent aux croisades. Ce qui me fait toujours marrer d'ailleurs quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent me rémigrer. Tu as des mecs qui disent alors que tu es une partie de ta famille bien plus... Exactement. J'ai un mec qui m'a sorti sur X. Mais eux, ils me font marrer parce que la bêtise me fait plus rire qu'autre chose. Il y a un mec sur X qui m'a sorti « Toi, tu es un Abdallah de Bourgogne », ce qui me fait rire parce que c'est une référence aux inconnus. C'est Chevalier de Pardaillec. C'est Didier Bourdon et Pascal Légitimus, qui est un ami par ailleurs, que je salue, dont le talent est immense. Et moins Bourdon, et qui joue Abdallah de Bourgogne justement. Et donc voilà, il y a un mec sur X qui allait m'écrire « Toi, t'es un Abdallah de Bourgogne, donc il faudra te remigrer ». Ah bon? Le problème, c'est que je descends en droite ligne de la famille Crégu qui remonte aux croisades. Alors tu vas faire quoi? Si ça se trouve, toi, t'es en France depuis 5 générations à peine. Moi, je suis, comme dirait Blier dans le CAF sur Bif, rien que du micheton garanti croisade. Tu vois, même si avec ma tête, ça saute pas aux yeux. Donc on revient au fait que ce clivage racial, de monter les blancs contre les noirs, de les raciser contre les racisés. Moi, je me mets où? Je me mets où là-dedans? Je m'appelle Idriss Aberkan, donc je suis racisé. En même temps, j'ai une branche de ma famille qui remonte aux croisades. En même temps, j'ai un bout italien. Et il se trouve que Aberkan, en fait, ça veut dire le noir, mais c'est pas une blague, parce que dans mes ancêtres kabyles, il y avait des échanges avec les subsahariens. Donc si tu remontes à mes arrière-grands-parents, il y avait des noirs. C'est bien que ce soit toi qui en plus reconnaisse que, donc de facto, ça existe un racisme anti-blanc. Bah là, c'est ce qui s'est passé avec Irina Zaroutska. C'est-à-dire, il faut dire les choses clairement. Dès lors qu'on dit à quelqu'un sale, 3 petits points, il y a un racisme contre et que les 3 petits points sont une race, bien sûr, une ethnie. Les races n'existent pas, puisque c'est ethnie le terme scientifique, et que, on est interfécond. C'est la définition d'une espèce en biologie, c'est l'interfécondité avec une descendance féconde. Hein. Un cheval et un mulet, c'est pas de la même espèce parce qu'ils sont interféconds. Enfin, un cheval, pardon, et un âne, ils sont interféconds, il peut avoir un mulet, mais le mulet n'est pas fécond. Donc, un lion et un tigre, c'est pas la même espèce. Il peut avoir une descendance, ça s'appelle un ligre en français ou un liger, mais le ligre n'est pas fécond. Ça s'arrête. Donc, la définition en biologie d'une espèce, c'est interfécondité et descendance féconde. Et en l'occurrence, si j'épouse une pygmée et qu'on a des enfants, modulo des risques génétiques on aura une descendance féconde. Si j'épouse la nièce de la montagne dans Game of Thrones là, qui vient de deadlifter 551 kilos, même s'il me faudra un escabeau pour consommer mon mariage, a priori, on aura une descendance féconde. Donc, de ce point de vue-là, la biologie est formelle. Même si, évidemment, il y a des traits physiques, par exemple. Il est de notoriété publique que la plupart des peuples asiatiques ont plus de collagène, ce qui explique qu'ils aient l'air jeunes plus longtemps, parce que pour résister au froid, aux tempêtes, dans les écosystèmes des steppes, etc., de la Sibérie, il faut plus de collagène. Donc c'est factuel que les peuples d'Asie, toutes choses égales par ailleurs, ont plus de collagène, donc ont souvent l'air jeunes plus longtemps. C'est ce qu'on dit souvent, que les femmes asiatiques, par exemple, ont l'air jeunes plus longtemps parce qu'elles ont une peau plus riche en collagène. Bon, donc il y a évidemment, par exemple aussi, la plupart des Afro-Américains à la boxe ont tendance à moins se couper, à avoir moins de coupures. Tous les entraîneurs de boxe, alors c'est évidemment une statistique, parce qu'en fait, toutes choses égales par ailleurs, les Afro-Américains ont tendance à avoir une peau un peu plus épaisse que la moyenne. Et si en plus on prend la sélection de la boxe, c'est-à-dire c'est pas tous les Afro-Américains du coup, c'est ceux qui finissent boxeurs professionnels, ils ont là aussi toutes choses égales par ailleurs moins de chances d'avoir un chaos technique par coupure, ce que tous les entraîneurs de boxe savaient. Donc oui, bien sûr, il y a des diversités entre ethnies, parce que la naissance même d'une ethnie,
c'est de s'être adapté à un écosystème donné. Donc soit des écosystèmes où il y a très peu de soleil, où il faut une peau très pâle pour pouvoir fabriquer de la vitamine D, ou au contraire des écosystèmes où il y a énormément de soleil, et il faut donc un taux de mélanine très élevé. Et en effet, tous nos ancêtres avaient un taux de mélanine très élevé, parce que tous nos ancêtres sont nés dans une zone où ça tabassait, à savoir l'Afrique. Bon, une fois qu'on est au clair avec ça, dès qu'on dit sale, 3 petits points pour une ethnie, bah oui. Tu sais, même Bob Marley a subi un racisme anti-blanc, il le décrit lui-même. Bob Marley était moitié blanc. Donc en Jamaïque, on lui disait sale blanc. Ah oui, des deux côtés. Bah oui, tu vois, t'es coincé. T'es coincé. J'ai un ami et client en Afrique du Sud qui est métis, café au lait, et qui a fini, alors je ne vais pas donner exactement son poste parce que ça permettrait d'identifier, mais qui a fini à des postes très élevés en Afrique du Sud, avec des responsabilités extrêmement élevées. Les Noirs le traitent de sale blanc, enfin pas tous les Noirs bien sûr, mais à Soweto, il peut se faire traiter de sale blanc, et évidemment, par d'anciens africaneurs un peu endurcis, il se fait traiter de sale noir. Donc on va où ? Et c'est intéressant que tu dis ça parce que je ne sais pas si tu te souviens, Idriss, tu m'avais fait le plaisir de venir dans une de mes toutes premières émissions, Les Incorrectibles sur YouTube, et tu m'avais dit quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit, parce que je t'avais demandé finalement si tu avais été victime dans ta vie, ce qui pouvait être le cas, de racisme. Et tu m'avais dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, tu m'avais dit que les gens qui t'avaient le plus souvent fait comprendre que tu étais différent, c'était des gens de gauche. Alors 100%. Tu peux nous rappeler ça parce que... Alors à Normal Sup ou Polytechnique, dont je suis docteur, ils ont tout tenté pour essayer d'effacer, de réécrire l'histoire en disant que je ne suis pas docteur de Polytechnique. Et je le suis. Et tu penses que ça a participé... Ah non mais complètement. T'aurais été... Oui. Et c'était, tu vois, tu prends par exemple un gars à Polytechnique... Un blanc, tu penses que j'aurais été plus dans leur cadre. Tu penses que ça explique les attaques que tu as subies en effet. Voilà, quelqu'un, et c'est ce qu'explique très bien Papacito par ailleurs. Et il te sort, tu sais, imagine, qu'est-ce qui est le plus raciste ? Le gros déménageur qui te fait hey, couscous, viens là, puis qui partage sa bouffe avec toi, c'est un gros déménageur, le mec, voilà, il n'a pas lu Proust. Brut de pomme, ouais. Ou le gars dans le 5e arrondissement qui fait ah, tout de même, ça doit vous faire quelque chose d'être rentré à Normal Sup, Abdullah. Hein, qu'est-ce que vous... C'est pas mal quand même, hein, plutôt que de faire du basket ou à Dieu ne plaise, de dealer de la drogue. Voilà, c'est ça. Oui, ou d'être rappeur. Très fier parce que compte tenu de vos gènes, c'est ça. Mais voilà, limite, quand même, limite. Voilà, et ben, ce genre de réflexion à la con, des mecs qui allaient voter Parti Socialiste m'en ont fait beau. Et puis qui ne sais pas qui allaient voter. Je veux dire un racisme presque... sale, dégueu. Snob, on va dire. Oui, mais voilà, un racisme, le vrai racisme systémique. Le racisme de... Tu vois, de quelqu'un qui est dans l'establishment et qui te dit reste à ta place de façon fourbe et subtile. Le racisme fourbe est beaucoup plus dégueulasse que le racisme beauf, si tu veux. Parce que tu as des mecs racistes beaufs, tu peux dormir chez eux. Les mecs, là, les racistes fourbes, jamais ils m'auraient ouvert la porte de leur salon, si tu veux. Il y a des gars qui pouvaient me sortir des blagues beaufs, etc. Je pouvais dormir. Qui interdiraient de louer leur appart à Je pouvais dormir chez eux. Des immigrés. Je pouvais être témoin de leur mariage. Quand j'ai fait l'armée, donc la royale, hein, la marine, tu avais des mecs, ils jactaient en latin, c'était la messe en latin, bénie par le pape. Ils me recevaient chez eux. Chez eux, je dormais chez eux, à côté de la chambre de leur fille. C'est ça le respect. Donc, et même parfois, donc, témoin de mariage à des gens qui ont fait bénir leur mariage par le pape. Les fourbes, le racisme fourbe, dégueulasse, de mecs de la gauche caviar, en fait. Qui d'ailleurs, il est fourbe parce qu'il est là aussi pour échapper à la loi. Parce que, tout de même, Abdullah, tu ne peux pas être inculpé pour ça. Tu sais, les soufis disent, l'action faite en secret vaut 77 fois l'action faite au grand jour. Le racisme fourbe et en secret, le racisme chien-dent, il vaut 77 fois le racisme beauf. Il n'y a que le racisme beauf qu'on attaque. Mais le racisme chien-dent, il vaut 77 fois le racisme beauf. C'est le chien-dent qui peut casser une pierre, qui peut vraiment détruire les choses. C'est celui-là qui peut foutre les fondations d'un bâtiment en l'air. Et celui-là, je l'ai beaucoup plus vécu, en effet. Je l'ai beaucoup plus vécu. Et de la même façon, c'est intéressant que tu nous fasses part aussi des réactions, parce que tu es très populaire, tout le monde le sait, mais les gens qui sont issus de ces communautés musulmanes d'origine algérienne ou d'autres pays, ils te voient comment ils te soutiennent Oui, la plupart, oui, bien sûr. Après, tu sais, tu as toujours... Là encore, là aussi, à part Mélenchon et ses copains qui laissent croire, beaucoup de gens racisés, comme tu l'as dit, sont d'accord avec
tes positions et en tout cas celles de beaucoup non, mais de gens. Regarde même ce que Bassem est allé dire sur ta chaîne. Je ne vais pas remettre des mots dans sa bouche. Il a été très clair. D'ailleurs, il a cartonné sur les incorrectibles. Je crois qu'il a fait 700 000 vues. Le Bistro Liberté. Le Bistro Liberté, pardon, absolument. Et donc Bassem, voilà, il a mis les choses à plat. Mais tu sais, mais là, il s'est fait aussi bien critiquer. Parce que tu as des clientèles maintenant. Tu as une question de clientèle. Des clientèles raciales, etc. Et puis, tu as le fait aussi que la France ayant été désindustrialisée, les gens qui ont désindustrialisé la France savaient très bien que ça allait définitivement changer la gauche française. Quand la France était industrialisée, la gauche française, tu vois, moi d'où je viens, pourquoi j'existe ? J'existe parce que mon grand-père italien, René Cerchetti, qui est cité dans des thèses de doctorat maintenant, j'ai été frappé de voir des thèses de doctorat qui parlaient de René Cerchetti, avec tout un passage sur des gens que ma mère a bien connus, etc. Parce que René Cerchetti, syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Comme il était syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, donc en gros il faisait chier, quoi. On le mettait avec les Algériens, c'était la punition. Donc on le mettait avec les ouvriers algériens. Donc, alors lui, c'est aussi tout le paradoxe. Mon grand-père, que j'aime beaucoup, j'étais très proche de lui, qui a construit sa maison de ses mains en Auvergne et tout, il est enterré en Auvergne aujourd'hui, donc avec ma grand-mère, Janine Crégu, famille Crégu, croisade. Il disait d'ailleurs, mes ancêtres ont mis la pâtée au tien, parce qu'elle, gauloise, Arverne en plus, tu vois. Non et puis, techniquement, elle a d'autres origines dont je ne parlerai pas dans cette émission. Mon grand-père, et lui était italien, romain, qui disait mes ancêtres ont foutu la pâtée au tien, bref. Et lui, il avait été éduqué par un abbé d'extrême droite, liguiste, le père Fromont, qui était, ça filait droit. Hein. Il ne fallait pas parler d'avortement, il ne fallait même pas parler de préservatif, attention, dans les années 30. Et en même temps, il a été syndicaliste, il s'est rendu en URSS, et il a été aussi aux jeunesses chrétiennes, tu sais, les jeunesses ouvrières chrétiennes, il a aidé les JOC, à l'époque il était plus très jeune, donc les JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes, un peu comme les chrétiens de gauche. Il lisait Télérama, évidemment, à l'époque où Télérama était la référence des chrétiens de gauche, des cathos de gauche, un peu comme Henri Guillemin. Henri Guillemin aurait lu l'Observateur dans les années à la fin de sa vie. Henri Guillemin, chrétien catholique de gauche, conférencier, aurait typiquement lu Télérama et l'Observateur, le Nouvel Observateur, à l'époque déjà on l'appelait comme ça, années 80-90. Et en même temps, donc, élevé par, il a été élevé par son père, mais structuré mentalement par un mec qui était liguiste. Colonel Comte de la Roque, les mecs qui voulaient faire sauter le Parlement en mettant des lames de rasoir au bout de leur canne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui donc, il rencontre des Algériens aux usines de Boulogne-Billancourt, ça fait que quand sa fille lui présente un Algérien, ça passe. C'est pas forcément évident. Et côté de ma famille algérienne maintenant, plutôt patricien. Famille patricienne algérienne, mon arrière-grand-père était avocat du FLN, assassiné par l'OAS. Donc en fait, côté algérien, c'est une famille, je viens d'une famille patricienne. Donc plutôt des valeurs de droite. Hein. Indépendance, individualisme, fortune personnelle. Même si mon grand-père algérien, Boualem Aberkane, soignait les gens gratuitement. Il était devenu médecin, il a eu sa médecine à 37 ans. Et il a décidé de soigner beaucoup de gens dans les quartiers. Bon, c'est toujours plus compliqué, mais bon, la structure familiale était patricienne. Ce qui fait d'ailleurs que mon père et mon grand-père s'engueulaient régulièrement sur des questions droite-gauche, parce que voilà. Et tu te situes où il n'y a quand même pas une partie de la famille qui a pris l'ascendant sur l'autre, non ? Mais alors, c'est là que je voulais en venir. La question est très justifiée et très bonne, parce que c'est là que je voulais en venir. En réalité, il faut de tout pour faire un monde. Pourquoi tu crois que je reçois des gens de gauche comme des gens de droite sur ma chaîne ? Pourquoi tu crois que je suis très content de recevoir... Tu donnes un spectre je suis très content de recevoir le Canard Réfractaire, qui est vraiment le média coopératif de gauche et indépendant de référence en France, et que je suis très content d'aller à TV Liberté aussi. Parce que tu as deux types de politiciens en réalité. Bon, ils ne sont pas politiciens techniquement, mais ils ont quand même des opinions politiques assumées, et ils ont le droit de les avoir puisqu'ils ne touchent aucune subvention. Bravo à eux. T'as tes opinions, tu les défends, tu les autofinances, bravo à vous. Ils sont absolument. Mais eux, question gauche, ils se revendiquent davantage de Marx, mais en réalité, ils sont très proudhoniens. Parce que Marx est beaucoup plus populaire sur les campus, malheureusement, je le déplore, que Proudhon. Mais Proudhon était un mec beaucoup plus responsable dans sa vie. Que Charlie Kirk. Ouais, c'est ça, exactement. Absolument. T'as beaucoup de conservateurs sur les campus américains, on va y revenir maintenant. Mais donc, je suis très content de recevoir à la fois le Canard Réfractaire et de venir chez TVL. Parce qu'en fait, pour faire une société, il faut de tout. Mais tu as deux types de politiciens. Tu as les politiciens qui ont besoin de leur opposition. Il y a des gens que tu t'interdis de recevoir quand même ou pas ? Alain Soral, tu l'as reçu ou pas ? Pas encore, mais c'est pas rédhibitoire en soi. En général, je ne reçois pas les gens qui auraient dit du mal de moi, sauf exception.
Si quelqu'un m'a diffamé ou quoi, je ne vais pas le recevoir, sauf pour le contredire à la limite, mais bon, quel intérêt. Je ne crois pas que ce soit le cas d'Alain Soral. Tu ne recevras pas Rudi Reichstadt. Alors lui, c'est lui qui ne voudra pas. Pour le coup, je suis prêt. Tu sais, par exemple, faut être capable de s'élever. Rudi Reichstadt m'a agressé, a été un terroriste intellectuel avec moi de façon avérée. Mais si tu dézoomes un peu, il faut reconnaître qu'il a attaqué Netanyahou de façon sincère. Et quand tu es musulman, normalement, tu dois faire le compte. Hein. Tu dois vraiment faire la comptabilité. On en revient à Charlie Kirk, etc. Tu dois faire la comptabilité totale. Rudi Reichstadt, parce qu'il vote en Israël. Je pense, je suis quasiment certain qu'il vote en Israël. C'est quelqu'un qui, en tout cas, s'intéresse beaucoup à la politique en Israël. Et sur X, il a déglingué Netanyahou. Déglingué. Et puis de façon aretzienne, de façon journalistique, sérieuse, en disant ça c'est antidémocratique, ça c'est n'importe quoi, ça. Et je pense qu'il était sincère, que c'était pas juste, tu sais, du comme certains diraient, du pile-poule ou de la chutzpah, des choses comme ça. Non, je pense qu'il était absolument sincère. Et qu'il faisait de la politique, il faisait de la... Non, mais dans sa connerie, il peut être sincère. Non, mais là, c'était pas de la connerie. Non, mais en l'occurrence, de manière aussi générale, il peut être sincère même dans sa connerie. Absolument. C'est vrai qu'il faut distinguer les gens qui sont sincères dans ce qu'ils disent versus les gens qui sont cyniques, absolument. Je suis d'accord que il y a des gens qui peuvent vraiment considérer qu'on est des affreux bonhommes, tu vois. Mais donc, en l'occurrence, Rudi Reichstadt ne viendra pas sur ma chaîne parce qu'il ne voudra pas. Mais bien que tu fais une différence avec Tristan Mendès France, un petit peu quand même, qui avait d'ailleurs sorti un tweet immonde. Il ne viendra pas sur ma chaîne non plus. Oui, sur Charlie Kirk. Il ne viendra pas sur ma chaîne non plus. Mais tout ça pour dire que tu as deux types de politiciens. Tu as les politiciens d'élite qui sont capables d'intégrer leur propre position. Donc ça, c'est Charles de Gaulle, c'est Abraham Lincoln, c'est des gens comme ça, qui sont capables d'absorber, par exemple, Abraham Lincoln, qui était évidemment contre... Donc pardon, tu m'as pas dit, je reviens parce que, j'ai fait une digression, tu te sens pas plus d'un côté que de l'autre, algérien, français? Non, je suis français, alors j'ai en effet la double nationalité. Mais c'est franco-algérien. Oui, ce qui m'a été très très reproché par un certain racisme en Suisse, par exemple. Quand j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS en Suisse, qui est une affaire majeure, absolument majeure, qui a été cachée, qui a été dissimulée activement par des services suisses, on m'a mis un faux procès. J'ai eu une dénonciation calomnieuse, qui a été classée d'ailleurs, mais qui a donné lieu ensuite, qui a permis de flinguer suffisamment ma boîte pour que je sois ensuite inquiété par ailleurs. Mais j'ai eu une dénonciation calomnieuse en Suisse, qui commençait par Idrissa Berkane, apparemment de nationalité française. Voilà. Et c'est un parquet de gauche qui a instruit ça. C'est un parquet qui est contrôlé par des gens qui se prennent pour les Mitterrand de la Suisse. Enfin, il y a un match France-Algérie au foot, t'es pour qui? Ah non, mais alors ça, déjà, je suis pas méga foot, mais puis tu sais, honnêtement, s'il y a le... Alors moi, c'est plutôt l'Italie. Voilà, je suis plutôt pour l'équipe italienne parce que je me sens aussi italien. J'ai pas pris la nationalité italienne. Parce que tu vis en Italie aujourd'hui, c'est ça? Alors maintenant, j'ai vécu en Italie longtemps. Là, je suis en train de déménager, mais Pourquoi tu n'habites pas en France, pardon? Ah non, je me sens pas bien en France. Honnêtement, je me sens pas bien. J'ai vécu à Montmartre. Tu sais, avec toute cette pression, ce terrorisme intellectuel, etc. Tu veux dire que la France, c'est plus un pays où il fait bon vivre? Bah non, mais il y a plein de gens qui se sont taillés. Enfin, tu le vois bien. Bah tiens, Papacito, il s'est cassé. Ou même donc quelqu'un qui ne s'aiment pas entre eux. Mais c'est pas pour des raisons financières, donc ce qui pourrait entre soi. Non, au contraire, tu sais, même j'ai des entreprises en France. Donc j'ai des entreprises en France. Elles me doivent de l'argent d'ailleurs. Donc je pourrais très bien travailler en France et sans aucun problème. Voilà, j'ai des entreprises qui me doivent de l'argent. Donc pas de souci. Et je sursois. Tu gagnes très bien ta vie, toi, aujourd'hui. Je gagne bien, très bien. Quand tu vois Anne Hidalgo, etc., tu te dis que tout est relatif. Mais en effet, je suis autonome, mais j'ai été ruiné. On a détruit mes affaires en Suisse. On a détruit mes affaires. Quand j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS et l'affaire de Laure des Peuls, qui est une affaire gravissime, qui n'est pas encore réglée, on m'a ruiné. C'était définitif, acté et raciste, puisque apparemment, nationalité française. Tu ne peux pas faire plus raciste que ça. Hein. D'ailleurs, en France, là, pour le coup, des juges du syndicat de la magistrature, ils n'auraient pas laissé passer ça. Hein. Là, les fameux juges rouges, etc., ils n'auraient jamais laissé passer une plainte calomnieuse, qui est fausse, qui a été classée, du coup, avec la honte du parquet, qui disait Idrissa Berkane, apparemment, nationalité française. Jamais un juge rouge, même je ne sais pas si j'ai été sur le mur des cons ou pas dans le syndicat de la magistrature, même un mec qui m'aurait mis sur le mur des cons dans le syndicat de la magistrature, il n'aurait pas laissé passer ça. Non, là vraiment, et on en revient à ce racisme chiendant, ce racisme dégueulasse, ce racisme de fond, tu vois. De gens qui se prennent pour Mitterrand, / Balzac, et qui comme ça, apparemment, nationalité française, Burke. Tu vois. C'est le vrai racisme, pour moi. Parce que je suis suffisamment intelligent pour faire la différence.
Et tu penses que tu payes certaines de tes positions autres, bon, que c'est bien dénonciation sûr, de procès. d'avoir défendu Raoult, bien sûr, d'avoir défendu Didier Raoult, ça je l'ai payé, mais j'en suis fier. J'en suis fier, c'est une médaille. Tu sais, t'as un ami à toi qui se fait tabasser dans un bar. T'interviens. Tu sais que tu peux te faire péter une dent, tu sais que tu peux te faire décoller. Et qui te le rend bien d'ailleurs, Didier Raoult. Oui, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Mais bien avant, sa capacité à démontrer son courage et son intégrité. Il n'a pas pris un centime de Big Pharma, il a été droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et oui, l'hydroxyne fonctionnait contre le Covid-19 aujourd'hui. On le voit, il y avait plein d'études qui le montraient. Même Fauci, dans les échanges de mails, le savait. Tous les abrutis qui n'avaient pas la moindre compétence en biologie, pas la moindre, savent très bien qu'ils ont eu tort. Bon, ils ne vont pas l'admettre parce que ces gens-là n'admettent jamais qu'ils ont tort. Moi, quand je publie une connerie sur X parce que la note de la communauté n'est pas parue assez vite, alors j'ai retweeté un truc, tu vois, qui était con. En 20 minutes, c'est corrigé. 20 minutes. Ces mecs-là, jamais ils se corrigent. Quand ils te mettent les myocardites se soignent, quand ils te mettent il n'y a pas d'effet secondaire, quand ils te mettent non, c'est bien le Ghost of Kiev, là, le fameux avion sorti de nulle part, c'était complètement faux ça. Ils se corrigent jamais. Jamais ils te disent on a eu tort, jamais, parce qu'ils savent très bien que pour eux c'est la honte de se corriger. Ils le montrent. Moi-même quand je me corrige, ils essaient de le retenir contre moi. Tu sais, c'est assez amusant. Moi, je suis très fier. Regardez, ma rapidité de correction, c'est 20 minutes. Pour eux, c'est 20 ans. En admettant même, tu vois, est-ce que tu vois BHL, par exemple, venir aujourd'hui dire « Ah, je me suis trompé sur les armes de destruction massive en Irak. Je me suis trompé, à cause de moi, il y a eu Daesh, à cause de moi, il y a eu 3 millions de morts. Enfin, 2 millions de morts, 3 millions de déplacés. À cause de moi, il y a eu des crimes de guerre. Ah, je me suis trompé, pardon. » Le Spiegel l'a fait, ça, pourtant. Dans le Covid, le Spiegel l'a dit, on s'excuse, on n'a pas fait notre travail de journaliste, on a repris verbatim les conneries que Pfizer vous disait, une société multicondamnée pour charlatanisme, et on l'a repris verbatim alors qu'on aurait dû être journaliste et les contredire, donc nous nous excusons. Tu vois BHL faire ça ? Certainement pas. Certainement pas. Pour eux, c'est admettre qu'on a dit de la merde, c'est absolument choquant. Bon. Donc, c'est vraiment pour moi un titre de gloire, aussi bien sur le Covid que par exemple sur la guerre en Ukraine, tu sais. Ouais, tous les crevards à drapeau ukrainien. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'ai chassé le sanglier avec des mecs de Pravi Sector. D'accord ? Donc, moi, j'ai mis une balle de 7,62 dans la vertèbre cervicale d'un sanglier à 90 mètres. Facile. Mais la mettre bien dans la vertèbre. Tu sais, tu mesures à la chasse. J'ai cru que tu allais me dire dans un Ukrainien. Oui, non. tu mesures à la chasse, la qualité de ton tir à la distance que le gibier parcourt entre le moment où tu l'as tué. Et là, moi, il est tombé sur place. Le sabot, et il est tombé sur place. Et ça les a beaucoup impressionnés d'ailleurs. Ils se sont dit, putain, c'est un mec sérieux. Et je sais qui sont ces mecs. J'ai fraternisé avec eux. J'étais pote d'un oligarque qui était pote avec eux, et qui pourtant était juif. Et j'arrêtais pas de lui dire, comment tu fais ? Je lui ai dit, tiens, un problème. Hein. Tu sais, Bandera, il était antisémite. Tu peux tourner ça dans tous les sens. BHL, je sais pas s'il a intégré non, mais ça. je pense, lui, c'est du cynisme. Non, lui, c'est du cynisme. C'est pas de la connerie, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est du cynisme. Voilà. Mais bon, Bandera, c'était un antisémite. La Shoah par balle, c'est pour de vrai. Hein. Tu as étudié ton histoire. Non, le seul qui est... Alors là, pour le coup, qui je trouve... Ah oui, c'est Klarsfeld, absolument. Voilà. Absolument. Klarsfeld, là, pour le coup, il a été droit dans ses bottes. Il a dit, écoutez, moi, c'est pas possible. C'est un moment... T'as mes parents qui ont lutté pour essayer de trouver des criminels de guerre nazis. Je peux pas être pote avec des gars qui vénèrent Bandera, c'est pas possible. Ouais. Oui, absolument. Klarsfeld, respect. Il a dit c'est pas possible. Mais BHL, rien à foutre. Rien à foutre. Parce que derrière... Ça montre la farce du bonhomme, quand même. C'est plus là le cynisme que la farce, pour le coup. Parce que ça reste quelqu'un d'intelligent. Et je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc en tout cas, je connais beaucoup mieux l'Ukraine que tous les teubés à drapeau. Qui ont jamais foutu les pieds. Ou alors simplement comme touristes, tu sais. Tous ces généraux de plateau qui sont là. Mais pareil. Girnoff, enfin, c'est d'ailleurs d'autres qui sont révélés autant sur Trump. Hein, oui, bien sûr, mais qui te sort. C'est à cause de Trump que Kirk s'est fait assassiner, mais bien sûr. Et Goya aussi, qui n'était pas particulièrement un idiot, mais c'est quelqu'un qui a été recruté par les réseaux américains pendant la Yougoslavie. Je peux le défendre un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque, devenir anti-russe, ça paraissait un peu normal quand tu voyais ce que les Américains déployaient comme moyen pour te rendre anti-serbe et pour te rendre... Et puis bon, moi étant musulman, évidemment, je ne vais pas te faire forcément, à l'époque, l'apologie de Milosevic, par exemple, tu vois, même si apparemment les choses ont été plus nuancées que ça. Mais bon. Et donc, à l'époque, Milosevic, Goya, les Américains lui ont mis le grappin dessus culturellement et intellectuellement, un peu comme les Young Leaders. Et depuis, c'est le gars qui va te répéter la tambouille de l'OTAN sans filtre. Il va te reprendre ce que dit l'OTAN. Donc si l'OTAN te dit que les Russes piquent des puces sur les machines à laver, il va te le redire. Tu vois.
Il ne va pas chercher à enquêter à plusieurs sources. Non. D'ailleurs, si c'est pas enquêter, ce mec, c'est un militaire. Tu as des militaires qui savent enquêter, mais pas lui. Donc, du coup, ça va te donner ça. Et ça va te donner les conneries sur conneries qu'on peut être débité chez LCI. Ah, la poésie. Et dont LCI, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils rendent l'argent qu'ils ont pris à la Russie avec Bouygues, quand Bouygues a fait du business en Russie. Ah, ils disent pas ça. LCI, ça appartient au groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, via sa filiale Bouygues-Stroy en Russie, a palpé plus de 200 millions d'euros. Bon, rendez l'argent alors. Si vous êtes là en mode intégrité, etc. Parce que les gens que vous accusez d'être pro-russes, ils n'ont pas touché un centime de la Russie. Hein. Même de façon purement corporate et légale. Je veux dire, pas des bakshish, etc. Mais, Clémence Oudiakova, qui a subi le terrorisme intellectuel de Martin Veil, elle n'a pas touché un centime de la Russie. C'est un fait. Hein. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. Elle a touché zéro. Elle. Par contre, Bouygues, donc LCI, eux, ils ont pas. La maison mère de LCI, l'argent n'est pas allé à LCI direct, encore que j'en sais rien, mais la maison mère de LCI a touché plus de 200 millions d'euros. De Poutine, qui était déjà au pouvoir à l'époque. Il pourrait dire, ah non, mais c'était sous Gorbatchev. Accessoirement, la maison mère aussi de TMC. Absolument, de TMC, exactement. Martin Veil, absolument. Ouais, qui est dans une voie de garage aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est... Voilà, TMC, c'est pas non plus... T'as vu les audiences qu'il fait. Barthès, ça marche pas trop mal quand même. Moi, j'ai regardé... Oui, mais en tout cas, Martin Veil... Bon, c'est pas compliqué. J'ai voulu regarder... J'ai regardé Google Trend, voilà. Bon, j'ai regardé Toxin, Clémence Oudiakova versus Martin Veil, il n'y a pas photo. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était Patrick Sébastien, qu'on l'aime ou pas, mais qui disait un truc factuel, qui disait que tous ces gens se branlent la nouille, pour parler très crûment, sur les audiences chaque soir de Barthès ou d'Hanouna ou C'est à vous, mais c'est 1 million... autour d'1 million, un peu plus, 1,5 million. On est 68,5 millions d'habitants en France. Ouais, non, mais c'est que dalle. D'abord, c'est rien. Et ensuite, vraiment, les audiences cumulées, surtout par euro. Parce que si tu regardes les audiences normalisées par le budget, alors là, on les explose. Par euro investi, on les explose. Ouais. Mais aux États-Unis, les journalistes citoyens comme Tucker Carlson, Clayton et Nathalie Morris, etc., ou Joe Rogan, ils explosent même les chaînes mainstream. CNN, ils font... Tu penses qu'un jour, ça peut basculer Aux États-Unis, ça a déjà basculé, ça y est. Ouais. D'ailleurs, ça a joué un rôle dans les élections, puisque l'interview de Donald Trump par Tucker Carlson a contribué bien sûr à sa victoire, ainsi que son passage chez Joe Rogan, en sachant que Kamala Harris a refusé d'aller chez Joe Rogan. Et donc Kamala Harris truquait ses interviews. Ils ne comprennent pas. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils ne viennent toujours pas. On a 10 ans de retard. Ça va arriver, on a 10 ans de retard. Puis de là à comparer Marine Le Pen à Donald Trump, faut quand même avoir de bonnes lunettes pour un peu... être capable de faire la part des choses. Tu sais, il y a une raison pour laquelle Philippot a quitté le RN, à savoir la question du Frexit. Aujourd'hui, Trump est colbertiste à souhait. La totalité de la politique économique de Trump, c'est du colbertisme. Le mec, il a copié-collé Colbert. Il va évidemment pas le dire parce qu'il est américain. Marine first. Le Pen a un peu plus de chance quand même, sans porter offense à Florian Philippot, d'arriver au pouvoir s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen ne sera pas... C'est pas ça que je disais, mais je disais que Marine Le Pen n'est pas la Trump française. Point. Marine Le Pen n'est absolument pas prête à faire une politique colbertiste si elle arrive au pouvoir. Point. J'ai vu des politiciens de très haute valeur au RN, comme j'en ai vu de très haute valeur à LFI, comme Younous Omarjee. Ou Jean-Marie Le Pen, tu portais un regard sur lui. On voit bien aujourd'hui qu'on l'a pas mal... peut-être lui, moi j'avais dit que c'était lui un peu. On l'a pas mal caricaturé, c'est sûr. Moi je disais que c'était lui le Trump français. Alors, comme Pierre-Yves Rougeron qui est beaucoup plus compétent que moi en matière d'analyse politique, te dira que c'est pas comparable. Il n'y a pas de Trump français, il n'y en aura pas. Et que c'est pas comparable pour des raisons vraiment d'autonomie. Il y avait quand même... Non, il y a des tas de points communs, je suis d'accord. Dans la fourmilière. Mais en termes d'organisation politique... c'est là où Marine Le Pen est quand même... Non, justement, Trump, si tu veux, Trump était milliardaire avant de faire de la politique. Donc il a eu ce qu'on appelle le fuck you money avant de créer son parti. Et il avait de compte à rendre à personne. C'était clairement pas le cas de ce que Pierre-Yves Rougeron appelle... Tu fais partie de ceux qui pourraient dire que Jordan Bardella, il n'a pas bossé avant, non, il n'est pas légitime. Jordan Bardella, pour moi, il est en train de prendre la place de LR, concrètement. Voilà. Jordan Bardella, c'est... comment il s'appelle là, le mec de Versailles qui était... chez LR, là. Qui était... Tu vois, je ne connais même pas son nom, tellement ces personnes, le mec. C'est pas Bellamy, non ? Voilà, Bellamy, voilà. Bellamy. Voilà, donc Bardella, c'est un Bellamy pasquatisé. Voilà. Donc, alors pas avec la profondeur de Pasqua, attention, hein, parce que voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Pasqua, il avait un background. Le service d'action civique a protégé Charles de Gaulle de 17 tentatives d'assassinat. C'était des mecs épais, comme dirait Pierre-Yves. Et Bardella, il n'a pas le quart du dixième de l'épaisseur de Pasqua, on est d'accord. Bon, ça se compare pas. Mais ses conseillers en com
Et on fait une stratégie qui est tout à fait intelligente, faut le reconnaître. Sauf que, bien sûr, Pasqua, il aurait sans doute été contre l'UE, ou en tout cas, Séguin l'était. Et ils ont fait de Bardella un Bellamy pasquatisé. Voilà. Mais attention, c'est un Bellamy goût Pasqua, tu sais. C'est goût. Il n'y a pas du vrai chocolat dedans, c'est goût chocolat. Voilà. Donc, ils ont fait de Bardella un Bellamy goût Pasqua. Voilà. Donc, il a ses fiches. Et ces fiches te font du Pasqua. Il faut quand même reconnaître qu'il n'est pas mauvais quand même. Non, mais on verra. On verra, parce que répéter des fiches McKinsey, c'est une chose. Être élu, c'est une autre. C'est une autre. Des mecs qui n'étaient pas mauvais, je peux t'en montrer des cimetières entiers en politique. À commencer par Mitt Romney. Tiens, tu te rappelles de Mitt Romney ? Ah bon, bah voilà. Je peux te citer un cimetière entier de mecs qui n'étaient pas mauvais en politique, et puis qui après, tu sais, la politique, c'est être capable de prendre des tartes dans la gueule. Voilà. Tu ne mesures la profondeur politique de quelqu'un qu'aux tartes dans la gueule qu'il a prises. Churchill, il prenait 3 calottes au petit-déj. Il a été détesté de son propre parti, détesté de l'opposition. Il a retourné sa veste, les Dardanelles. Le mec, il est mort 10 fois en politique, Churchill. Et puis, il fallait un mec mort 10 fois pour diriger le Royaume-Uni dans la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle, traversée du désert, fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Il a pensé à se suicider à Dakar. Le raid de Dakar échoue. De Gaulle, il le dit avec pudeur, mais il va avoir un moment d'introspection avec un 7,65 mm dans sa cabine. Donc c'est ça, un vrai politicien. Bardella, il n'a pas le quart de ça, pour l'instant. Il n'a pas le quart de ça. Alors peut-être qu'il l'aura un jour. Mais si, malheur à lui et à la France, s'il arrive président sans avoir la moindre cicatrice. Malheur, comme Macron. Bah justement, j'allais venir comme Macron. Et puis alors, je ne sais pas si ça ne t'aura pas échappé, il y a quelques temps, là, il y a eu, c'est incroyable, cette réaction. Tu parlais de Candace Owen tout à l'heure. Je pense que tu portes un grand crédit à cette personne. Elle a quand même réussi. Bon, cette affaire Macron, là, où Brigitte nous a laissé entendre qu'il y a eu un communiqué comme quoi il y aurait des preuves scientifiques qui seraient amenées. J'ai interviewé Xavier Poussard sur ma chaîne. Oui, toi, tu as quand même. J'ai comme notre consoeur Clémence Oudiakova. Et bien sûr, comme Candace Owen. Moi, je ne croyais pas du tout à ça. Je t'avoue, sortir que Brigitte serait un homme, c'est quand même. On a tous la suspension de l'incrédulité dans un film, etc. Mais là, quand même, c'était capillotracté. Et puis, il arrive sur ma chaîne et il balance tout un tas de faits vérifiables. Il te balance que Brigitte Macron a été opérée par un chirurgien qui est le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins. C'est un fait. C'est un fait, c'est vérifié. Oh, mais c'est peut-être la chirurgie esthétique, là. Oh, d'accord, mais pourquoi tu vas prendre le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins ? Tu as tout un tas de très bons chirurgiens esthétiques sur la place de Paris. Pourquoi tu vas prendre lui ? Et je veux dire qu'il y a une présomption. Non, mais je dis juste qu'il y a ces faits-là. Bon. Et surtout, ce fait est caché ensuite par la presse. C'est-à-dire que la presse va tenter de l'effacer, ce fait. Et il te montre des preuves, Xavier Poussard te sort des preuves qu'il y a eu des articles qui ont paru, et ensuite, dans une autre version, ça avait été effacé. Alors moi, je connais ça très bien dans l'affaire des pédos de la RTS, puisque dans l'affaire des pédos de la RTS, tu as l'article Princeps, l'article majeur, qui a été publié par Vigous, un journal qui à l'époque était courageux, beaucoup moins maintenant, la preuve. Et cet article de 2007, qui s'intitule « La RTS ne perd pas le pédophile », sous-entendu, ne perd pas le fil de sa pédophilie, il a été effacé des archives de Vigous, et aujourd'hui, si tu es journaliste, tu téléphones à Vigous, tu dis « Je souhaiterais avoir une copie de cet article de 2007 par monsieur Nordman ». Nordman, journaliste fondateur de Vigous, cofondateur de Vigous et accessoirement scénariste de Lucky Luke. On lui doit des scénarios de Lucky Luke. Bon. Tu dis, voilà, bonjour, je suis journaliste, je souhaiterais accéder à cet article de monsieur Nordman de 2007. La RTS ne perd pas le pédophile. Ils vont te raccrocher au nez. Fais-le, t'es journaliste, fais-le. Je dis à tous les journalistes qui nous suivent, faites-le, téléphonez, si vous êtes suisse, téléphonez à Vigous, soi-disant le canard enchaîné du lac Léman, dont un des plumitifs avait dit pendant le Covid, le problème avec les complotistes, c'est qu'ils veulent faire leurs propres recherches. Ça se mange sans fin, ça. Un mec qui a sorti ça. Donc, je ne vais pas l'accabler, le pauvre garçon, parce qu'il est suffisamment décrédibilisé comme ça. Donc, je ne vais pas avoir la cruauté de citer son nom. Mais il n'a pas un nom amusant, non Non, je sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, c'est tragicomique. Et donc, Vigous sort cet article, tu ne le retrouves plus, il a été effacé. Il a été effacé le jour de la mort de monsieur Nordman. Parce que Nordman, cofondateur de Vigous, de son vivant, n'aurait jamais accepté que l'on supprimât cet article sur les pédophiles de la RTS. 40 ans de pédocriminalité sur cette chaîne publique qui crame 2 milliards de budget suisse par an, francs suisses.
On aurait dû en parler, c'est comme la BBC, les pédophiles de la BBC, on en a parlé, on l'a mis sur la table ce dossier. Ça y est, on l'a mis sur la table. Non, là, les pédos de la RTS, c'est enterré. Et tu as même un journal qui est complètement décrédibilisé aussi, qui s'appelle AD à Lausanne, qui appartient à une fondation qui s'appelle la Fondation Aventinus, et qui a tenté de décrédibiliser le dossier des pédos de la RTS en accablant un pauvre gars qui était en hôpital psy, tu vois, pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc vraiment bon. Donc je sais, en tant que professionnel, ce que c'est que de faire le nettoyage. Donc pour Brigitte, tu considères qu'il y a eu un nettoyage. Donc ça, je peux te confirmer sur cette nouvelle précise. C'est un fait précis. Oui, Brigitte a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le spécialiste européen de la féminisation du visage masculin. Les Français ont le droit de savoir ça. Et cette info a été supprimée. Donc ça, c'est factuel. C'est factuel. Bon, tu as un deuxième point. Excuse-moi, voilà, encore une fois, soyons très rigoureux. C'est clairement pas suffisant pour conclure. On est d'accord. Tout à fait, je le dis en tant que journaliste, ce n'est clairement pas suffisant. Si mais les preuves sont apportées scientifiquement. Absolument, mais je comprends même pas que ça ait pas été fait plus tôt. Je comprends même pas que ça ait. En fait, c'est de là qu'on va y venir. Je comprends même pas que ça ait pas été fait plus tôt. Tu publies un karyotype, une prise de sang, on n'en parle plus. Bon. Ouais, mais l'autre fait, donner du crédit aussi. L'autre fait qui est amené. Alors oui, mais c'est trop tard maintenant. Si demain on dit Idriss Aberkan est une femme, peut-être qu'avant d'envoyer un karyotype. Non, moi tiens, on va en parler de donner du crédit. Je suis une femme. Moi, on m'a accusé. Je suis une femme. Là, je peux vous le dire. On m'a accusé. En 2016, on m'a accusé d'avoir des faux diplômes. Il y a encore des gens qui pensent ça. Je te cache pas que j'ai beaucoup de gens qui me disent en effet. Parce qu'ils sont désinformés. Non, mais c'est parce qu'ils sont. C'est normal. C'est exactement comme de Carlos de Juan Brand quand il égorge Irina Zarutska. Surtout qu'en effet, depuis le temps, si vraiment c'était factuellement faux, là aussi... C'est interdit de faire des faux titres, voilà. Tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Donc, il y a des gens qui sont surpris que tu aies eu 3 doctorats aussi vite. C'est ça. Mais je ne les ai pas eu aussi vite, ça m'a pris 7 ans. Ah. C'est faux, c'est Wikipédia qui dit ça, mais Wikipédia, on sait que Wikipédia ment, ça c'est pas une nouveauté, maintenant tout le monde sait que Wikipédia ment. D'accord, donc tu les as pas eu en 18 mois. C'est complètement faux. Je les ai soutenus sur une période de 18 mois. C'est-à-dire que je les avais préparés et il m'a fallu 7 ans pour les faire. Donc tu t'inscris, j'ai été inscrit 7 ans sur ces 3 premiers doctorats. Entre le premier doctorat et le dernier doctorat se passe 7 années. Donc c'est des mensonges, et ça Wikipédia est spécialiste de ça. Et on ne peut pas d'ailleurs arriver à... Non mais moi honnêtement, je veux surtout pas que Wikipédia dise du bien de moi. On a atteint un niveau, ces gens-là sont tellement visqueux, gluants et infâmes, je ne souhaite pas... Ah ben moi, je te parle pour moi. Je te parle pour moi. Je ne veux pas que ces gens disent du bien de moi. Tu sais, quand je méprise vraiment quelqu'un... Sur des gens qui sont influençables... Certes, ok, je vois. Mais ça fait... une recherche. Mais tu sais, des fois, ça fait le tri. Ça fait le tri. Si des gens... Si des gens sont... Ça fait le tri. Et moi, des fois, je suis très content de voir des gens qui disent « Ah oui, très bien, allez, je ne veux pas vous voir ». Ça m'a souvent même sauvé, dans des gens qui voulaient m'avoir en conférence et qui ne m'auraient même pas payé, des trucs comme ça, et qui me disaient « Ah ben non, on a vu Wikipédia ». Parfait, je suis ravi, parfait. Bon. Mais vraiment, tu sais, quand des gens... Je les méprise. Je leur dis par pitié, dites jamais rien de bien de moi. Par pitié. Est-ce que tu auras envie que Pierre Laval dise quelque chose de bien de toi, tu vois? Vous êtes visqueux, vous êtes gluant, je veux pas, tu sais, vous êtes Grima, langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux, je veux pas que vous disiez du bien de moi. Je veux pas que Wikipédia donc quelque part, tu valides un peu la théorie sur laquelle Brigitte Macron, peut-être pour revenir à elle... Attends, pour revenir à ça, je veux dire... Elle a laissé faire, et puis bon, là, ça a atteint une proportion avec Candace Owen. Je vais te dire là, évidemment... Je vais te dire pourquoi c'est pas le cas. Parce que donc... Tu disais publier, machin, c'est donner du crédit. Moi, j'ai tout de suite publié mes diplômes. Ils sont encore publiés sur mon site. Tu as la liste complète de mes diplômes. Mon doctorat de Polytechnique, qui n'a évidemment jamais pu être enlevé de près ou de loin. Il n'y a même pas eu de procédure pour me l'enlever. Il n'y a même pas eu de conseil de discipline pour me l'enlever. Ils ont balancé ça dans l'Express parce que quand on veut du fumier, on va à la porcherie. Mais dans la vraie vie, il n'y a jamais eu même un conseil de discipline. Tu sais, pour enlever un diplôme, il faut commencer par un conseil de discipline. Mais il n'y a même pas eu de conseil de discipline. Tu vois, même pas. Bon. Puis ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Polytechnique a fondé un comité d'éthique pour moi, alors que c'est le campus qui a eu le plus de viols de toute l'Union européenne. C'est le champion du monde, comme dirait Macron, champion du monde, frère. Le campus de Polytechnique Palaiseau, ils sont champions du monde, viol et harcèlement sexuel. C'est même pas d'Europe, c'est du monde. Du monde. Il n'y avait pas de comité d'éthique pour ça. Les mecs, ils ont, et c'est Mediapart en a parlé, Le Monde en a parlé, toute la presse en a parlé, même le Figaro étudiant, qui même parlait des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan à Polytechnique. C'était l'adresse URL de l'article du Figaro étudiant qui te disait des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan à Polytechnique. Bon, pas de comité d'éthique. Ah non. Ah bah non, des viols en série sur notre campus, t'imagines bien que ça justifie pas un comité d'éthique. Ah, on est d'accord. Bon. Donc moi, j'ai publié tous mes diplômes. Docteur de Polytechnique, ancien prédoctorant de l'École normale supérieure, ancien enseignant à l'École centrale Paris, ancien visiting scholar et le plus jeune d'ailleurs du département de mathématiques,
Ma lettre est signée quand j'ai 19 ans. 19 ans. Et quand j'ai été invité à Stanford, j'avais 20 ans. Je n'avais pas le droit d'entrer dans les boîtes de nuit et d'acheter de l'alcool. C'est factuel, c'est comme ça. Ils peuvent tourner ça dans tous les sens qu'ils veulent. Ils peuvent faire du terrorisme intellectuel, tout ce qu'ils veulent sur Wikipédia. Donc ça pouvait être une forme de racisme que tu dis. Mais ça l'est, je te le dis clairement. Je te le dis clairement, et c'est du racisme de gens de gauche. C'est du racisme de gens de gauche, absolument. Parce que eux, ça les faisait vriller qu'un Idriss Aberkan ait 3 doctorats, absolument. Et c'est pas des mecs de droite qui sont venus me chercher, c'est bizarre. En effet. Je te le reconnais. Donc, tous mes diplômes sont publiés. Donc, pour revenir à Brigitte Macron, moi, j'ai fait ça. Tu sais, des mecs qui ont menti sur leur diplôme en Macronie. Bon, Le Cornu, il a écrit factuellement sur un site ministériel qu'il avait un master, il ne l'avait pas. Tu vois. Macron, le classement de sortie de l'ENA a été supprimé pour sa promotion. Le hasard. Bon. C'est pour sa promotion, le classement de sortie n'a jamais été publié. Attal, bon, tu lis Juan Branco, tu vois que ses diplômes, il les a eus dans des circonstances tout de même assez rocambolesques. Bon, moi, je les ai eus pour de vrai. Bon, j'ai eu mon doctorat de Polytechnique, j'ai eu mon doctorat de littérature comparée, j'ai eu mon doctorat, bien sûr, de diplomatie et relations internationales, et j'ai eu mes masters, j'ai bien fait Normal Sup, je suis bien prédoctorant de l'école normale supérieure, j'ai bien été enseignant à l'école centrale Paris, et moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de réaffirmer. C'est-à-dire, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de rester digne. Tu sais, ma famille a fait la guerre d'Algérie, hein, donc voilà, on a chez les Aberkan et chez les Serketti et chez les Crégu, on a 2-3 capacités. C'est pour ça d'ailleurs que ces mecs de Polytechnique, je pense, ils étaient trop gluants, trop, tu sais, c'est des mecs visqueux. Ils pensaient que j'étais aussi lâche qu'eux. Donc ils se sont dit, mais si on publie dans l'Express qu'on souhaite, dans nos délires les plus fous sous ecstasy, lui retirer son doctorat. Enfin, l'Express, tu as quand même envoyé en correctionnel. Oui, 3 fois. 3 fois. Ah bah voilà, mais Alain Veil, 3 fois en correctionnel, Alain Veil qui est un délinquant. Alain Veil, c'est un type qui a été condamné pour avoir écrit que le maire de Goussainville était fiché S. Ça flirte avec l'incitation à la haine raciale. Si j'avais été l'avocat du maire de Goussainville à l'époque, j'aurais clairement plaidé l'incitation à la haine raciale. Parce que j'aurais dit, attendez, c'est pas pour rien que vous avez écrit qu'il était fiché S alors que c'était faux. C'est par ses origines que vous avez fait ça. Donc le maire de Goussainville a été grand seigneur. Il a juste dit, allez, je vous ai pour diffamation, maintenant décampe. Voilà, dégage, Alain Veil, dégage. On sait qui tu es un délinquant. Tu as été condamné pour diffamation pour avoir dit qu'un maire racisé était, justement, pour utiliser ce terme que je n'aime pas, était fiché S. Alors que c'était bien sûr faux. Donc voilà. Toi, tu as fait une autre technique, tu avais enregistré l'interview. Ah oui, voilà, mais là, tu sais qu'ils ont tenté de m'intimider. J'enregistre l'interview. Donc rappelle le contexte. Voilà, donc ils me demandent une interview, tu sais, en prétendant qu'ils vont respecter la charte de Munich. Je vois tout de suite que leur interview va être complètement déloyale, complètement fausse, avec un montage déloyal, avec des mensonges. Donc tu les enregistres. Donc je les enregistre. Et je leur dis, ça ressemble un peu à du Cohen-Legrand. Oui, mais exactement, mais on en revient à ça, hein, et on va y revenir en effet. Donc je les enregistre. Et là, ils disent, ah non, on vous interdit formellement, parce que pour atteinte à la vie privée. Magnifique. Donc tu as leur cabinet d'avocats, qui était vraiment des brels de toute évidence, qui m'envoie une lettre en disant, non, atteinte à la vie privée, on vous interdit formellement de publier. Je suis désolé. En fait, votre avis, moi, tu sais, on en revient à, tu sais, l'intimidation. Le connard moyen, tu lui envoies une lettre d'avocat et il flippe. Un mec comme moi, c'est pas une lettre d'avocat qui va le faire flipper. Hein. Je suis docteur de l'école Polytechnique, je suis ancien prédoctorant de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Ces mecs sont trop médiocres pour avoir le quart de ce CV et ils le savent. On parle d'un truc qui est quand même potentiellement illégal. Tu vas utiliser les moyens de ta chaîne pour fausser des élections. Pardon ?